Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Un été mystérieux. Salut, moi c'est Thomas et j'ai 28 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'expérience la plus terrifiante de ma vie, celle qui me hante encore chaque nuit. Tout commence un été, alors que je décide de partir en randonnée avec ma copine, Julie, et un couple d'amis, Max et Léa. On avait prévu de passer le week-end dans une cabane en pleine forêt, loin de tout. C'était censé être un moment de détente, une parenthèse enchantée loin du stress de la ville. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Le premier jour se déroule sans encombre. On profite de la nature, on se baigne dans un lac et on fait griller des marshmallows autour du feu. La nuit tombe et on se réfugie dans la cabane, épuisé mais heureux. Vers minuit, alors que tout le monde dort, je suis réveillé par un bruit étrange. Quelque chose gratte à la porte. Au début, je pense que c'est un animal, mais le bruit devient de plus en plus insistant. Je décide de me lever pour aller voir, malgré les protestations de Julie qui me dit de rester au lit. En ouvrant la porte, je découvre une silhouette sombre, immobile, qui me fixe. Impossible de distinguer ses traits, mais je sens son regard perçant. Je referme la porte d'un coup sec, le cœur battant la chamade. Julie et les autres sont maintenant réveillés et viennent voir ce qui se passe. Je leur raconte ce que j'ai vu, mais Max, sceptique, décide de sortir vérifier. Quelques minutes plus tard, il revient, blême, affirmant n'avoir rien vu. Pourtant, son comportement change radicalement. Il devient taciturne, distant, comme s'il était absent. Léa essaie de le réconforter, mais il ne répond pas. La nuit passe lentement, entrecoupée de bruits étranges venant de la forêt. Le lendemain, Max est introuvable. Nous partons à sa recherche, paniqués, mais sans succès. La forêt semble jouer avec nous. Chaque chemin que nous empruntons nous ramène invariablement à la cabane. La situation devient de plus en plus oppressante. Léa est en larmes. Julie tente de garder son calme, mais je sens la panique monter en moi. En fin de journée, nous décidons de partir chercher de l'aide au village le plus proche. Mais en sortant de la cabane, nous découvrons des symboles gravés sur les arbres environnants. Des symboles que nous n'avions jamais vus auparavant. Ces symboles semblent former un cercle autour de la cabane, comme si nous étions prisonniers. La nuit tombe, et nous n'avons d'autre choix que de retourner à l'intérieur. Léa s'effondre de fatigue, et Julie essaie de trouver une explication rationnelle à ce qui se passe. Mais rien ne fait sens. Soudain, Max réapparaît, le visage hagard, les vêtements déchirés. Il ne dit rien, se contente de s'asseoir dans un coin, les yeux fixés sur un point invisible. Nous tentons de lui parler, mais il ne réagit pas. C'est alors que la porte s'ouvre brusquement, laissant entrer une rafale de vent glacial. Les ombres commencent à danser autour de nous, prenant des formes grotesques et effrayantes. Julie attrape ma main, terrifiée, et Léa se met à crier. Les ombres s'approchent, de plus en plus près. Je sens leur présence malveillante, leur souffle glacé sur ma nuque. Max se lève soudainement, comme poussé par une force invisible, et se dirige vers la forêt. Nous tentons de le retenir, mais il est trop fort. Il disparaît dans les ténèbres, et les ombres se dissipent. Nous restons là, tremblants, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. À l'aube, nous quittons la cabane, laissant tout derrière nous. Max ne sera jamais retrouvé. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce que nous avons affronté cette nuit-là. Les habitants du village parlent d'une vieille légende sur des esprits qui habitent la forêt. Mais je préfère ne pas y penser. Ce qui est certain, c'est que cette expérience a changé ma vie à jamais.
La ferme abandonnée. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans et je vis à Ashford, une petite ville tranquille dans le Kent en Angleterre. Ça fait déjà un moment que cette ferme abandonnée nous intrigue, mes potes et moi. On en parle souvent, surtout le soir quand on traîne au pub du coin. La vieille ferme Jenkins, c'est comme ça qu'on l'appelle, est perchée en haut d'une colline, à l'écart de la ville. On dit qu'elle est tentée, mais personne n'a jamais eu les tripes d'y mettre les pieds, après la tombée de la nuit. Jusqu'à ce soir, on décide d'y aller. On est 5. Moi, Sarah, Jake, Emily et Ben. Sarah et moi, on sort ensemble depuis quelques mois. Jake, c'est mon meilleur pote depuis qu'on est gosse. Et Emily et Ben, ils sont inséparables, même si eux, ils ne sortent pas ensemble. On est tous excités, un peu flippés aussi, mais personne ne veut l'admettre. On se file à travers les champs, nos torches éclairant à peine le chemin. Plus on approche, plus l'atmosphère devient pesante. Il y a une rumeur qui dit qu'un fermier, le vieux Jenkins, a perdu la boule et massacré sa famille avant de se suspendre dans la grange. Les corps n'auraient jamais été retrouvés. C'est sûrement des conneries, mais ça fait quand même froid dans le dos. La ferme se dresse enfin devant nous, silhouette sombre contre le ciel étoilé. La porte grince affreusement quand Jake l'ouvre. Et une odeur de renfermé nous assaille. On entre, nos pas résonnantes sur le vieux plancher de bois. On explore les pièces une à une, mais il n'y a rien de spécial. Juste des meubles délabrés et de la poussière. C'est en arrivant dans la grange que les choses deviennent vraiment bizarres. Il y a des symboles étranges gravés dans le bois, des trucs que j'avais jamais vus. Emily, qui a toujours été la plus courageuse, s'approche et commence à les examiner. Tout à coup, on entend un bruit sourd, comme un coup frappé contre le mur. On se retourne tous en sursaut, mais il n'y a rien. « Vous avez entendu ça ?» demande Ben, la voix tremblante. On acquiesce tous, et l'atmosphère devient de plus en plus lourde. On décide de monter à l'étage, là où, selon la légende, le vieux Jenkins aurait commis ses actes. À chaque marche que l'on gravit, le bois craque sinistrement sous nos pieds. On arrive en haut. On découvre une trappe menant au grenier. Quelqu'un doit y monter. Et évidemment, ça tombe sur moi. Je prends une grande inspiration et ouvre la trappe. Une échelle en bois mène vers l'obscurité totale. Avec une torche, je grimpe lentement, chaque mouvement me rapprochant un peu plus de ce qui pourrait être notre plus grosse frayeur. En haut, une odeur de pourriture envahit mes narines. Le grenier est petit, encombré de vieilleries, et au fond, un vieux coffre en bois attire mon attention. Je l'ouvre avec précaution, et à l'intérieur, des journaux jaunis par le temps. Je prends l'un d'eux et commence à le lire. C'est le journal intime du fermier Jenkins. Plus je lis, plus l'horreur me frappe. Il parle de voix qu'il entendait, des choses qu'il voyait la nuit. Il dit que quelque chose l'a possédé, le poussant à faire l'impensable. Soudain, un cri strident éclate en bas, suivi de bruits de lutte. Je redescends précipitamment et trouve mes amis pâles et tremblants. « Sarah, elle a disparu !» hurle Jake. Mon cœur s'arrête. On la cherche frénétiquement, appelant son nom, mais aucune réponse. C'est comme si elle s'était évaporée. Des murmures commencent à résonner autour de nous. Des voix incompréhensibles qui semblent venir de partout et nulle part. On sent une présence, quelque chose de malveillant. On décide de partir, mais la porte d'entrée est verrouillée, comme si la maison elle-même ne voulait pas nous laisser partir. Les heures passent et la panique s'installe. Les murmures deviennent des cris, des ombres dansent sur les murs et l'air devient glacial. On se regroupe dans la pièce principale, tous serrés les uns contre les autres,
espérant que la nuit finisse par passer. Mais le temps semble s'étirer à l'infini, et la terreur nous consume. Au petit matin, la porte est finalement déverrouillée. On sort rapidement, le soleil levant éclairant notre chemin de retour. Sarah reste introuvable, et la police ne trouve aucune trace d'elle. On raconte notre histoire, mais personne ne nous croit vraiment. On sait ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. La ferme Jenkins garde ses secrets, et Sarah en fait maintenant partie. Depuis ce jour, aucun de nous n'a remis les pieds là-bas. La ferme est devenue un souvenir hanté, un cauchemar éveillé qui nous poursuit encore. La disparition de Sarah reste un mystère, mais nous savons qu'elle est quelque part, prisonnière de cet endroit maudit. Et chaque nuit, dans nos rêves, nous entendons encore ses murmures, ses cris, et le rire sinistre du fermier Jenkins. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. La maison des cauchemars. Je m'appelle Miguel, j'ai 27 ans et je vis à Buenos Aires en Argentine. L'histoire commence avec une idée simple, mais excitante. Mes amis et moi avons décidé de passer une nuit dans une vieille maison abandonnée située en périphérie de Buenos Aires. On en a souvent entendu parler, comme d'un endroit hanté, mais personne n'avait vraiment osé y aller pour vérifier. Ce soir, c'est différent. On est 5. Moi, Julieta, Martin, Lucas et Valentina. On est tous curieux, un peu nerveux, mais surtout impatients de vivre une aventure. La maison se trouve à environ 1 heure de route de la ville, nichée au milieu de nulle part. Elle est immense, avec des fenêtres brisées et des murs couverts de graffitis. L'atmosphère est déjà oppressante, avant même qu'on y entre. Le soleil se couche quand on arrive, et une fois la nuit tombée, on allume nos lampes torches pour explorer les lieux. L'intérieur est encore plus sinistre que l'extérieur. Le sol est couvert de débris, les murs sont moisis, et une odeur de renfermé imprègne l'air. On décide de s'installer dans le salon, où on allume quelques bougies pour créer une ambiance un peu moins flippante. On raconte des histoires de fantômes pour se mettre dans l'ambiance, mais plus la nuit avance, plus l'atmosphère devient lourde. Vers minuit, on entend des bruits étranges venant de l'étage supérieur. Des pas lourds, comme si quelqu'un déambulait au-dessus de nos têtes. On se regarde, nerveux, et personne ne dit rien. Lucas, toujours le plus courageux d'entre nous, décide de monter voir ce qui se passe. Je le suis, malgré la peur qui me serre le ventre. En haut, les bruits cessent. On explore les chambres une à une, mais il n'y a personne. Juste des pièces vides et sombres, remplies de meubles délabrés et de vieux jouets cassés. Tout à coup, un courant d'air glacé traverse le couloir, éteignant nos bougies. On se retrouve dans le noir complet, avec seulement nos lampes torches pour nous éclairer. Soudain, un cri strident résonne dans la maison. C'est Julieta. On dévale les escaliers en courant et la trouvons en larmes, tremblante. Elle dit avoir vu une silhouette sombre se déplacer dans le salon. On essaie de la calmer, mais la peur commence à nous gagner. Les bruits reprennent, cette fois plus proches, comme si quelque chose rôdait autour de nous. On décide de partir, mais la porte d'entrée refuse de s'ouvrir. Elle est verrouillée de l'intérieur, et malgré tous nos efforts, impossible de l'ouvrir. Pris au piège, on se réfugie dans une des chambres au rez-de-chaussée, espérant que la nuit passe vite. Les bruits continuent, des murmures incompréhensibles, et des grattements sur les murs. Les heures passent, interminables. La tension est à son comble. Lucas propose de briser une fenêtre pour sortir. Mais au moment où il s'approche, une force invisible le projette contre le mur. Il se relève, paniqué, et on comprend qu'on est face à quelque chose de bien plus puissant que nous. À l'aube, les bruits cessent soudainement. La porte d'entrée s'ouvre d'elle-même, comme si la maison nous libérait enfin. On s'échappe précipitamment, sans un regard en arrière. Depuis ce jour, aucun de nous n'a jamais osé retourner près de cette maison. Les souvenirs de cette nuit hantent encore nos rêves.
et on sait maintenant que certaines légendes ne sont pas juste des histoires. La malédiction des terres sauvages. Je m'appelle Hayden, j'ai 26 ans, et je vis à Sydney en Australie. L'idée de partir en expédition dans l'outback australien a toujours fasciné notre groupe d'amis. On est 4, moi, Emily, Josh et Sarah. On a souvent parlé des mystères et des légendes qui entourent ces terres sauvages et inhospitalières. Ce week-end, on décide de se lancer et de partir pour une aventure inoubliable. On quitte Sydney à l'aube, impatient de découvrir les secrets de l'outback. Le trajet est long, et plus on s'éloigne de la ville, plus le paysage devient aride et désolé. On arrive finalement à notre destination, un ancien site de mine abandonné, entouré de collines rocheuses et de vastes plaines désertiques. Le soleil est déjà bas à l'horizon quand on installe notre campement. L'endroit est à la fois majestueux et inquiétant. La première nuit est calme, mais le silence de l'outback est perturbant. On entend seulement le bruissement du vent et les cris lointains des animaux nocturnes. On allume un feu et on s'installe autour, racontant des histoires pour se rassurer. Mais l'atmosphère devient de plus en plus lourde à mesure que la nuit avance. Vers minuit, un bruit étrange résonne dans la nuit. C'est comme un murmure, presque inaudible, mais présent. On se regarde, perplexe, mais personne ne veut vraiment en parler. On décide de se coucher, espérant que le matin viendra vite. Je me réveille en sursaut au milieu de la nuit. Il fait froid, bien plus froid que ce que j'avais imaginé. Émilie est assise près du feu, les yeux fixés sur quelque chose au loin. Tu entends ça? Me demande-t-elle, la voix tremblante. Je tends l'oreille, et effectivement, il y a ce murmure étrange, plus fort cette fois. Ça vient de la vieille mine. Josh et Sarah se réveillent à leur tour, et on décide d'aller voir ce qui se passe. La mine est sombre et sinistre, une bouche béante dans la terre. On allume nos lampes torches, et on s'enfonce dans les ténèbres, suivant les murmures. Plus on avance, plus l'atmosphère devient oppressante. Les murs semblent se refermer sur nous, et une odeur de pourriture envahit l'air. Au fond de la mine, on découvre une ancienne salle, remplie de vieux équipements et de morceaux de minerai. Mais ce n'est pas ça qui attire notre attention. Au centre de la pièce, il y a un cercle de pierre, avec des symboles étranges gravés dessus. Les murmures sont plus forts ici, presque assourdissants. Soudain, les lampes torches s'éteignent tout en même temps. On se retrouve plongé dans le noir complet, avec seulement les murmures pour nous guider. Émilie hurle, et je sens quelque chose frôler ma jambe. On essaie de rallumer nos lampes, mais rien ne fonctionne. Une force invisible semble nous entourer, nous oppresser. On prend la fuite, courant à l'aveugle dans les couloirs de la mine. Les murmures nous suivent, se transformant en cris perçants. On finit par sortir de la mine, haletant, le cœur battant. Dehors, la lune éclaire faiblement notre campement, mais quelque chose a changé. Le silence est total, comme si la nature elle-même retenait son souffle. On décide de plier bagages et de quitter l'endroit au plus vite. En remontant dans la voiture, on entend une dernière fois les murmures, plus lointains, mais toujours présents. On quitte l'outback, sans un regard en arrière, traumatisé par ce qu'on a vécu. Depuis cette nuit, aucun de nous n'a jamais voulu retourner dans l'outback. Les murmures hantent encore nos nuits, une présence invisible qui semble nous appeler, nous attirer de nouveau vers ces terres maudites. Mon harceleur. Je m'appelle Melissa, j'ai 17 ans et je vis à Lima, au Pérou. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'expérience terrifiante qui a bouleversé mon existence et continue de me hanter. Il y a un an, un simple regard a suffi pour que ma vie prenne un tournant cauchemardesque. Je rentrais du lycée, un jour comme les autres. J'ai remarqué un homme qui me regardait avec insistance. Nos regards se sont croisés une demi-seconde et j'ai continué ma route, sans me poser plus de questions que ça. Mais j'ai remarqué qu'il me suivait. Pressé de rentrer, je ne me suis pas trop inquiété. Lima est une grande ville, et les coïncidences arrivent. Mais les jours passaient.
et sa présence devenait de plus en plus évidente. Peu importe où j'allais, il était là, à me fixer de loin. Sa silhouette mince, ses vêtements démodés et son regard vide de toute émotion commençaient à vraiment me faire flipper. Un soir, alors que je rentrais tard après une soirée chez une amie, j'ai senti sa présence, juste derrière moi, même allure et même dégaine. Il a accéléré le pas et a commencé à murmurer mon nom. Mon cœur s'est affolé et je me suis mis à courir. Arrivé chez moi, j'ai verrouillé la porte derrière moi et fermé tous les rideaux. Mais ce n'était que le début de mon calvaire. Les semaines suivantes, j'ai commencé à recevoir des messages sur mon téléphone. Des numéros inconnus qui m'envoyaient des photos de moi prises à mon insu. Des messages m'expliquant ce que je faisais à chaque moment de la journée. J'étais terrifié. J'ai changé de numéro, mais les messages continuaient d'arriver. Je me sentais traqué, comme une proie. Mon harceleur semblait tout savoir de moi. La police? Inutile. Il me disait qu'il n'y avait pas assez de preuves pour agir, que ce genre de harcèlement était difficile à prouver, et que tant qu'il ne passerait pas à l'acte, il ne pourrait rien faire. Mes parents étaient inquiets, mais impuissants. Chaque jour devenait un nouveau cauchemar. Je ne dormais plus, je ne sortais presque plus de chez moi. Même à l'intérieur, je sentais son regard peser sur moi. Un soir, alors que j'étais seul à la maison, j'ai entendu des bruits étranges venant de l'extérieur. Mon cœur a commencé à battre la chamade. En m'approchant de la fenêtre, j'ai vu une ombre se faufiler dans le jardin. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler à l'aide, mais avant que je puisse composer le numéro, la ligne s'est coupée. Le silence qui a suivi était assourdissant, et j'ai entendu sa voix, faible mais claire, juste derrière la porte. Je sais que t'es là, Mélissa. La peur m'a paralysé un instant, mais j'ai fini par me réfugier dans ma chambre, verrouillant la porte et essayant de ne pas faire de bruit. Les minutes semblaient des heures, puis les bruits ont cessé, et mes parents sont rentrés quelque temps après. Le lendemain, en partant pour le lycée, j'ai trouvé une lettre glissée sous la porte. Bientôt, nous serons ensemble. C'était une menace claire pour moi. Après ça, j'ai finalement décidé de partir vivre chez ma tante, à Cusco, espérant échapper à cet enfer. Mais même là, je n'étais pas en sécurité. Je continuais à recevoir des messages, cette fois avec des photos de ma nouvelle adresse, des détails sur ma nouvelle vie. Comment fait-il pour tout connaître de moi? L'angoisse est constante. La pression est montée d'un cran supplémentaire. Un soir où, après être rentré d'une sortie entre amis, j'ai trouvé ma chambre saccagée. Mes vêtements étaient éparpillés au sol, des objets cassés, et sur le miroir, un message écrit en rouge. Tu es à moi, ma belle. J'étais en état de choc. La police locale a pris tout ça plus au sérieux. Mais sans réelle piste, les chances de retrouver mon harceleur étaient minces. Aujourd'hui, 1 an après le début de ce cauchemar, je vis toujours dans la peur. Il n'a toujours pas été attrapé. Je ne sais pas ce qu'il veut réellement, ni quand tout cela cessera. Chaque jour, je me demande s'il m'observe et si je suis en sécurité. Je partage mon histoire pour que vous compreniez l'horreur invisible que vivent ceux qui sont victimes de harcèlement. Restez vigilants et surtout, ne prenez jamais à la légère les premiers signes de danger. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.